de code, il devient le premier artiste non-binaire à remporter cette compétition. On rappelle que la France, représentée par Slimane, s'est tout de même hissée à la 4e place du classement. Merci beaucoup Kadi, à tout à l'heure. 6h30, c'est un remaniement qui intervient en Russie sur lequel nous penchons maintenant, quelques jours après sa réélection, son nouveau serment prêté, nouveau mandat pour Vladimir Poutine. Deux personnalités très importantes de l'organigramme russe quittent leurs fonctions. Sergueï Shoïgu, présenté comme un très proche de Vladimir Poutine, ministre de la Défense depuis 12 ans, est remplacé par M. Belousov, un civil, un économiste. Shoïgu remplace l'homme qui est à droite de votre écran, Patrouchev. Patrouchev, présenté, je ne sais pas si c'est vrai, mais un peu l'éminence grise du Kremlin, l'homme qui serait l'hémisphère droit ou gauche de Poutine. C'est selon, plutôt droit, oui, effectivement. On va écouter M. Peskov, donc porte-parole du Kremlin, dans son style caractéristique, c'est-à-dire l'interview téléphonique, pour raconter ce qui s'est passé. Sergueï Shoïgu a été démis de ses fonctions de ministre russe de la Défense par décret présidentiel. Par un autre décret, il a été nommé secrétaire du Conseil de sécurité russe. Andrei Removitch Belousov a été nommé ministre de la Défense à sa place. En ce qui concerne l'aspect militaire, cette nomination ne changera en rien la situation actuelle. Cela a toujours été la prérogative du chef d'état-major. Il exercera ses fonctions, aucun changement n'est prévu pour le moment. Alors, il faut tenter d'éclairer un peu les choses, François, parce que les termes peuvent prêter à confusion. Oui. Shoïgu, démis de ses fonctions, on a l'impression que c'est une punition. Or, il prend la place de Patrouchev, qui est l'homme qui compte le plus auprès de Poutine. Et dont la fonction, secrétaire du Conseil de sécurité, est éminente. Je veux dire, elle est supérieure techniquement à celle de ministre. Donc, en fait, quand vous êtes secrétaire du Conseil de sécurité, c'est un peu comme lorsque vous êtes conseiller à la sécurité nationale du président des États-Unis. Vous êtes l'homme qui murmure à l'oreille du président. Vous n'êtes plus simplement ministre. Donc, pour Shoïgu, c'est une promotion. Mais c'est vrai que, en même temps, la nomination d'un civil et surtout d'un économiste à la tête de la défense montre que Shoïgu a fait son temps. Voilà, il a fait 12 ans, c'est considérable, je crois que c'est un record. Il a dirigé effectivement les 2 premières années et demie de la guerre en Ukraine, et ça s'est pas bien passé. Il est remplacé par un économiste qui est l'un des plus proches conseillers économiques de Poutine, et qui est en même temps l'homme de l'économie de guerre. Donc ça veut dire aussi comme message, ce qu'on envoie comme message, c'est que on rentre dans le dur, et il va nous falloir quelqu'un qui soit, selon les termes de Peskov, innovant. Ouais. C'est-à-dire qui sache utiliser l'argent public. Là, on est déjà à 7% du PIB consacré aux questions de défense et de sécurité. Donc, il va falloir innover. Donc, ça veut dire tenir, s'installer dans la longueur et en même temps avoir des idées qui permettent de conjuguer cette économie de guerre, précisément aux attaques stratégiques sur le terrain. Et d'ailleurs, le chef d'état-major des armées, Gerasimov, reste en place pour pouvoir précisément mener ses offensives. Jérôme Garraud est en direct avec nous. Bonjour Jérôme, vous connaissez par cœur la Russie évidemment, vous êtes ce matin à Donetsk en compagnie de Vincent Pierron. C'est presque plus pour Patrouchev que c'est un désaveu, Jérôme. Cet homme proche des proches de Poutine, remplacé par Shoïgu et Patrouchev, qui quitte le poste peut-être le plus convoité, sans doute parce qu'il était présenté comme un potentiel successeur. Bonjour, alors écoutez, on va voir en fait dans les jours qui viennent ce que devient Patrouchev, parce que le Kremlin hier a dit que son nouveau rôle n'était pas encore défini. Donc on va avoir un petit peu plus d'informations, mais c'est vrai, vous avez raison, c'était un poste éminent, extrêmement important que d'être secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie. Jusqu'ici, on disait que c'était un petit peu l'idéologue d'ailleurs de Vladimir Poutine en ce qui concerne la sécurité ou les affaires étrangères. Mais il faut noter autre chose, c'est que le fils de Patrouchev, qui d'ailleurs était pressenti pendant un temps avant la guerre pour succéder un jour à Vladimir Poutine, depuis on en est un petit peu revenu, son fils qui était ministre de l'Agriculture, hier a été nommé vice-premier ministre. Donc lui est monté en grade et il a 46 ans, vous voyez, c'est une nouvelle génération. Vladimir Poutine, lui, ne s'entoure que des cercles qu'il connaît bien, donc ce sont des gens qui ont tous à peu près 70 ans. Et là, on voit aussi cette nouvelle génération qui monte. Donc ça aussi, ce sera un point à surveiller dans les jours qui viennent. Encore un mot, Jérôme, s'il vous plaît. L'arrivée de Belousov à la Défense, comment est-ce que c'est perçu ?
C'est perçu, il n'y a pas d'exégèse là dans les journaux télévisés, mais on peut l'interpréter de cette manière, c'est-à-dire que c'est un civil, c'est un économiste, c'est pas du tout un tacticien. Vladimir Poutine n'a pas besoin de quelqu'un qui connaisse les manœuvres militaires. Ça, c'est le rôle de son chef d'état-major, Gerasimov. Ça en dit long, en fait, ce choix sur la conduite de cette guerre. Le Kremlin, Vladimir Poutine, est convaincu que ce qui va faire la différence, c'est la production industrielle de la Russie, parce que cette guerre peut encore durer des années. Donc, Belousov est vu comme un homme plutôt compétent, inventif. Il a participé, et ça c'est important, il a participé à l'organisation du contournement des sanctions économiques occidentales. Donc avec un certain succès, et c'est plutôt pour ses talents de planificateur, d'organisateur qu'il a été choisi. Un autre point peut-être, juste pour terminer ce remaniement, qui est intéressant, Lavrov, qui est à son poste depuis 20 ans, et qu'on disait partant, c'était la rumeur à Moscou ces derniers jours, tout le monde pensait qu'il allait s'en aller, et bien finalement Lavrov est confirmé et reconduit à la tête de ce ministère des Affaires étrangères. Donc si vous faites les comptes à la fin de ce remaniement, finalement, il y a relativement peu de changements. C'est pas très étonnant venant de la part de Vladimir Poutine, qui n'aime pas le changement et qui préfère régner, gouverner avec les mêmes cercles. Merci beaucoup Jérôme Garraud, en direct ce matin grâce à Vincent Piron. Nous reviendrons longuement sur ce remaniement, mais également la situation à Kharkiv, parce que l'offensive russe bat son plein ces dernières heures, tout à l'heure à 6h40. Pascal, 6h12, nous avons besoin de vous plus que jamais pour comprendre comment, pourquoi les capitaux étrangers arrivent en France. Choose France ouvre ses portes. Alors c'est à Versailles, c'est l'occasion de, porte son nom, choisir la France. Prestigieux, oui. Voilà, c'est prestigieux, l'occasion d'accueillir les investisseurs. Et alors au premier rang d'entre eux, Microsoft, l'entreprise annonce investir 4 milliards, 4 milliards d'euros en France dans le développement de data centers pour renforcer son infrastructure dans l'intelligence artificielle et le cloud. C'est ça, la capacité de calcul. C'est vrai, on en a récemment parlé. Ce qui compte au fond aujourd'hui, c'est un peu l'industrie du 21e siècle. C'est ce qui fait la différence avec l'industrie du 20e. C'est deux choses. C'est les bases de données, c'est-à-dire rassembler le maximum de données, des milliards de données, et renforcer aussi la capacité de calcul. Les supercalculateurs, c'est ce qui permet d'obtenir des résultats, y compris dans les entreprises. C'est-à-dire que ça paraît assez loin des applications du quotidien, mais en fait, vérifiez bien, vous verrez que dans vos gestes économiques du quotidien, il y a tous ces éléments. Alors tout le monde est concentré sur Microsoft, vous dites 4 milliards, moi j'ai noté aussi des investissements dans le quantique, dans l'IA générative, dans le secteur des banques. Ouais. Il n'y a pas plus ancien que les banques. Là, c'est l'économie de toujours, si je puis dire. Vous avez des banques aujourd'hui qui viennent, par exemple, ouvrir des centres pour développer leur capacité de calcul quantitatif, cette fois-ci. Alors, 4 milliards sur 15 en tout, c'est ça ? Oui, c'est ça. 15 milliards. Alors, pour répondre peut-être à la question générique, pourquoi est-ce qu'on est attractif ? Parce que c'est ça, la question. Ouais. On est attractif d'abord parce que, il faut le dire, on distribue des subventions. C'est-à-dire qu'on attire, aujourd'hui, il y a une guerre des territoires pour attirer les investisseurs. Pour ça, il faut une qualité du travail, un coût du travail acceptable, et puis il faut aussi des mesures d'accompagnement. C'est-à-dire que les régions, les départements, l'État aident ces entreprises à venir s'installer en France. C'est une vraie politique volontariste. Mais alors, je croyais que notre fiscalité était prohibitive. Oui, elle n'est pas bonne, mais il y a un petit truc dans le droit fiscal qui permet de ne pas nécessairement loger ce qu'on appelle l'établissement principal en France. C'est-à-dire y loger des activités, y ouvrir des usines. On peut d'ailleurs au passage négocier l'abandon des taxes d'implantation pour quelques années, des impôts que payent les entreprises, tout ça peut se négocier. Mais alors attendez Pascal, gré à gré. Mais c'est très intéressant et je me tourne vers Soisig un instant parce que ça veut dire que c'est un reproche que fait une partie de la gauche au gouvernement. En gros, on vous abandonne, on abandonne la fiscalité contre de l'emploi. C'est ça, en gros, la négociation. Oui, mais les facilités fiscales. Ouais. Oui, mais ça se tient puisque tout le raisonnement économique d'Emmanuel Macron est fondé sur l'emploi depuis le début, depuis 2017. Donc il y a une certaine forme de logique à ce qui se passe. Ce qui est quand même
intéressant dans les arguments qui sont retenus par les investisseurs et que va mettre en avant aujourd'hui la France, c'est l'énergie décarbonée. C'est cette semaine qu'Emmanuel Macron va à Flamanville. On en parlait ici même la semaine dernière. L'EPR va être doucement mis en place. Alors on sait que ça prend du temps de lancer une centrale nucléaire. Ça se fait pas en appuyant sur un bouton. Il faut charger le combustible, il faut faire des essais. Elle sera pleinement en place qu'à la fin de l'année. Mais tout de même, il y a ça, il y a le réseau routier. On dit beaucoup de mal toujours du réseau routier secondaire, mais le réseau, mais le réseau routier est plutôt très bon, et aussi la fibre. La fibre fonctionne beaucoup mieux, par exemple, qu'en Allemagne. Et ça, c'est des arguments qu'on met assez peu souvent en avant. Donc là, pour le coup, on peut le faire. Ça fonctionne en France. J'insiste sur l'énergie. C'est un argument décisif aujourd'hui. L'accès à l'énergie et le prix de l'énergie, absolument décisif. Pascal, moi j'ai une question sur ces étrangers qui investissent en France. Est-ce que les laisser investir dans des domaines aussi cruciaux et stratégiques, par exemple, que le quantique ou l'intelligence artificielle, est-ce que ça ne revient pas à se mettre entre les mains de ces entreprises qui, pour le coup, sont leaders et loin devant les Européens? Et il y a toujours un risque, et c'est effectivement un jeu de curseurs. Et on a besoin de ces projets. À l'évidence, alors là, il s'agit d'investissements étrangers dans des entreprises étrangères. De la même façon qu'il y a de l'industrie française qui va s'installer partout dans le monde. On n'est pas l'industrie française, c'est ce qu'on connaît sur le territoire, c'est aussi Michelin au Brésil, aux États-Unis, c'est aussi le secteur de la chimie. Il y a la vallée du Rhône, mais il y a aussi des investissements partout en Europe. Là, on a des entreprises étrangères qui viennent investir en France parce que, au fond, c'est la traduction de la vraie mondialisation. La vraie mondialisation, c'est que, vous savez, pour reprendre le mot de Friedman, non pas l'économiste, mais le journaliste, le monde est plat. Le monde est plat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a plus de frontières, d'une certaine façon, et qu'il faut être présent sur tous les marchés. On est en retard, mais je voudrais 30 secondes de votre avis sur cette info du cabinet Trendéo relayée par nos confrères des Échos, qui disent, certes, la France est attractive, mais il y a deux pays qui regroupent les fonds d'investissement. En gros, la plus grosse manne potentielle d'investissement, c'est la Chine et les États-Unis. Et on est un peu à la ramasse sur le sujet, dit le cabinet Trendéo. Concernant les investissements chinois, ils ont mis par exemple 18 milliards sur les 2 dernières années. On a eu 530 000 $. Oui. Et sur les États-Unis, on a récolté 523 000 $. Ça paraît rien. Les États-Unis investissent beaucoup en Allemagne, plus en Allemagne et au Royaume-Uni pour des raisons qui sont liées à la langue et à l'histoire. En Allemagne aussi parce qu'il y a des accords de réciprocité. Les Allemands sont obsédés par le marché chinois et par le marché américain. Ils y vendent beaucoup de voitures notamment. Il y a une tradition. Il faut dire aussi, vous savez, ça paraît tout bête que les Allemands, dans le domaine des affaires, parlent parfaitement l'anglais. C'est-à-dire qu'ils parlent l'anglais comme des Anglais. C'est pas du. Alors que les Français le parlent comme des Espagnols. Oui, c'est pas du franglais. S'agissant de la Chine investit politiquement. Elle investit dans les pays qui lui sont favorables. Donc elle est allée en Hongrie, on en a parlé la semaine dernière, Xi s'est arrêté en Serbie et en Hongrie, et il a mis de l'argent en Hongrie grâce aux coûts de production locaux, grâce aussi au bon accueil politique dont il fait l'objet. Dans 4 minutes, la passionnante question catalane. Grâce à François Clémenceau, nous avons depuis hier soir tard le résultat des élections du Parlement régional. Je vous rappelle qu'en 2017, les indépendantistes ont tenté de faire sécession, ce qui a valu des mandats d'arrêt, des décisions de justice. Un leader indépendantiste, Carles Puigdemont, vit en France par exemple. Il n'a plus le droit d'aller en Espagne pour l'instant. Les indépendantistes qui ont perdu. Et François expliquera pourquoi c'est très important. À tout de suite.